Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'Antica. Antica, c'est la deuxième édition en fait d'un jeu de l'excellent Bruno Guérin qui va nous emmener dans la Grèce antique ou mythologique. Enfin, vous allez voir. Donc aujourd'hui, on parle d'Antica. Alors, Antica. Bon, Igor, descends. Très bien. Antica aujourd'hui. Donc Antica, en fait, sur la forme, nous nous retrouvons à un superbe bouquin de 346 pages, hein, qui est quand même relativement bien illustré, et en tout cas avec une présentation qui est absolument très bien foutue, qui est très lisible. Donc là, à ce niveau-là, je n'ai pas grand-chose à dire. Je vous fais un tout petit feuilletage assez rapide, très rapide pour vous montrer la maquette. Hein. On reviendra plus en détail après, comme d'habitude. Donc voilà. Donc Antica, au niveau de la forme, j'ai pas grand-chose à dire. On retrouve d'ailleurs la feuille de personnage, si je me trompe. Dans la première édition, je crois qu'il n'y en avait pas. Et dans celle-ci, nous l'avons. Vous voyez, nous avons notre feuille de personnage qui se trouve à la fin. Donc voilà. Au niveau de la forme, Antica, 346 pages, couleur cartonnée, etc. Belles illustrations. La couve nous emmène directement dans le thème, hein, le Minotaure. Voilà, voilà. Donc maintenant, on va passer au fond du jeu. Alors, où va-t-on jouer dans Antica? Alors, déjà, vous l'avez très rapidement ici. Vous voyez. Donc là, nous sommes effectivement dans la Grèce. Donc en fait, nous allons jouer dans la Grèce antique. En fait, non. Nous n'allons pas jouer dans la Grèce antique, nous allons jouer dans la Grèce mythologique. Donc, voilà. D'ailleurs, en fait, dès l'introduction, hein, alors, je l'avais noté, je ne sais plus où elle est exactement, mais voilà, donc je vous cite en fait son auteur. Donc, Antica se veut être un jeu de rôle épique proposant aux joueurs d'incarner des héros de la Grèce antique et mythique, donnant ainsi immédiatement accès à une déferlante de gloire et de pouvoir, tout en restant un reflet fidèle des épopées consignées dans l'Iliade, l'Odyssée et l'ensemble de la tradition mythologique. Donc voilà, c'est clair. Ce jeu vous propose de jouer des héros mythologiques. Alors, je vais vous parler un peu de mon ressenti général sur le fond. Alors, on voit tout de suite, effectivement, que l'auteur, en fait, est un passionné de la période, hein, c'est clair. Il nous a sélectionné des textes, il nous explique comment vivre, enfin, comment faire vivre vos personnages à l'époque, etc., etc. Donc le livre est découpé en chapitres. Ici, ce sont des rhapsodies. Le premier, d'ailleurs, en fait, le Vla s'appelle, alors je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, l'Ouakoumene mycénien. Alors votre humble serviteur a quelques petites connaissances. Donc l'Empire mycénien, les mycéniens, je vois à peu près ce que c'est. Par contre, Ouakoumene, alors là, que pouic. Je ne sais pas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va chercher dans le lexique qui va certainement me dire ça, et je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que ça va être difficile à prendre en main? Alors en fait, non. Heureusement que de nos jours, on a Internet. En tout cas, l'Ouakoumene, qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai noté. Voilà, ça s'appelle être le monde connu, en fait. Et pour tout vous dire, en fait, le jeu de rôle sert également à ça, sert également à nous cultiver, à découvrir des choses qu'on ne connaissait pas. Et ça, c'est vachement cool. Donc en fait, si vous avez envie de jouer autre chose que les habituels orques, gobelins et pourfendeurs de trolls, enfin, de jouer des orques, non, de jouer les méchants, les héros contre les orques ou explorer des donjons humides, là, on est complètement dans autre chose. On va plus se rapprocher, effectivement, des percés, des demi-dieux et ce genre de choses. D'ailleurs, en fait, je vais vous parler de tout ça maintenant. Donc la première rhapsodie, en fait, va s'atteler à nous présenter le monde. Donc on va avoir, effectivement... ce qui se passe à peu près 1300 ans avant notre ère. Et donc, en fait, il se passe quand les dieux
foulait encore, la Grèce, et avant que Zeus rende la terre aux hommes. Donc en fait, là, nous sommes vraiment avant la chute de Troie. Et effectivement, je suis perturbé parce que j'ai le chat qui fout le bordel devant moi. Bon, c'est pas très grave. Donc là, on se retrouve avec 40 pages. Donc, qui vont nous donner la chronologie. En fait, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup parce que Bruno Guérin arrive à... je vous ai dit quoi? Ah non, il n'y est pas dedans, hein, vous communiquez. Bon, voilà. Donc on va avoir effectivement un lexique pour se mettre dans l'ambiance. On va avoir les us et coutumes. On va avoir la place des femmes dans la société. On va avoir la navigation, l'art du combat. Vous voyez, vous avez un tas de trucs comme ça, la politique, le mariage, etc., sur les us et coutumes, sur la manière dont la société est régie, et en fait tout ce qui va pouvoir vous plonger effectivement dans cette Grèce mythologique. Alors en sachant que nous avons... ouais, votre personnage, en fait, si on commence à parler du personnage, peut venir de toutes ces... c'est provinces, c'est pas des provinces, parce que c'est pas un empire, on est bien d'accord, de tous ces pays, de toutes ces cités-États. Voilà. D'ailleurs, en fait, vous voyez, nous avons... donc, ils peuvent venir de la Grèce achéenne, je vais y arriver, oui. Donc, les îles Ioniennes, vous voyez, là, ils peuvent venir de Crète. Alors, à chaque fois, quand un personnage, parce que là, on va être obligé de parler un peu règles, et... non, mais c'est après. Oui. En fait, quand un personnage, par exemple, c'est un personnage qui vient des Cyclades, vous voyez, ça va lui ouvrir des compétences. Alors, si on vient d'un endroit ou l'autre, on aura des compétences particulières par rapport à d'autres régions où vous en aurez d'autres. Ça, c'est un peu beaucoup comme dans beaucoup de jeux. Par exemple, si on prend un exemple, si vous venez, je ne sais pas moi, de Thrace, vous avez les compétences suivantes. Vous avez l'arme, donc l'arc, l'équitation, 2 compétences au choix. Et si vous venez de Thessalie, alors de Thessalie, vous avez plutôt l'arme tranchante, l'arme perforante à une main, le bouclier et le commandement. Alors c'est peut-être un peu arbitraire, mais qui vous permet d'avoir d'avoir vos persos qui se distinguent un peu dès le départ, dès leur origine. Voilà. Et en gros, vous avez 40 pages qui vont vous expliquer un peu vous présenter les différentes régions dont vos personnages peuvent être issus. Alors en sachant que j'ai quand même, on verra ça à la fin, mais j'ai un petit reproche en fait sur l'organisation du bouquin, mais je vous en parlais plus tard, rien de rédhibitoire, mais à la première lecture, j'ai trouvé ça un peu hard à appréhender. Voilà. Donc maintenant, en fait, donc je vous ai dit un peu, donc je vais vous parler de ce que l'on joue maintenant. Donc qu'est-ce que l'on joue, comme je vous l'ai dit, mais ça on le verra après. En fait, vous allez jouer des héros antiques, des demi-dieux. Mais avant d'avoir votre demi-dieu, on va commencer par créer son perso. Alors, comme je vous ai dit, vous choisissez, comme je vous disais, vous choisissez déjà, en fait, la région, l'origine de votre personnage. Et ensuite, donc il y en a une bonne trentaine, il y a quand même vraiment beaucoup de choix. Et ensuite, vous avez les caractéristiques de votre personnage. Alors, les caractéristiques de votre personnage, là, vous allez vite voir, on n'est pas dans les caractéristiques habituelles, les caractéristiques standards qu'on peut trouver un peu partout. Là, elles sont au nombre de 3, je croyais qu'il y en avait plus, mais non, ça doit être 3, effectivement, je vérifie. Oui, voilà. Vous avez 3 caractéristiques. Donc là, on le voit sur la feuille de personnage. La soma, le sophos et la symbiose. Alors, qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est la soma, la sophos et la symbiose. En fait, la soma, c'est le corps, c'est tout ce qui est physique, d'une manière générale. Mais en fait, comme on expliqué, c'est également les passions. Parce qu'on va jouer dans la Grèce antique, mais on va jouer aussi du drame, du drame antique, si j'ose dire. Le sophos, la sophos, qu'est-ce que c'est? Ça va être la sagesse, l'intelligence, la raison, ce genre de choses.
Voilà. Et la symbiose, ça va être en gros votre sociabilité, comment vous allez interagir avec, avec les personnages, avec les hommes, les dieux autour de vous. Voilà. Ça, ce sont les trois caractéristiques. Alors, en sachant qu'il faut parler de l'échelle des caractéristiques, parce qu'en fait, elles vont de... Alors, 0, vous êtes mort, hein, mais elles vont de 1 à 10, en fait, mais en sachant que, vous voyez, par exemple, 1, c'est un humain, un héros, c'est 4, et un dieu, c'est plus que 10. Et vous, vos héros vont plutôt être dans le 4... 4-10, hein, ils peuvent même, on peut même monter au-delà du héros qui reste un humain, jusqu'au demi-dieu. Effectivement, vous avez une échelle quand même qui va être, alors elle n'est pas exponentielle, mais c'est pas loin, c'est-à-dire quand vous avez 5 en caractéristiques, vous êtes énormément beaucoup plus puissant que n'importe quel être humain, on va dire, standard. Voilà. Et donc là, en fait, nous avons effectivement nos caractéristiques. Donc c'est sur une échelle de 0 à 10. Hein. 0, vous êtes mort, 10, c'est divin. Voilà, donc ça, c'était quand même à préciser, parce que c'est important. Donc ça, ce sont les trois caractéristiques principales. Et ensuite, on a surtout deux concepts très forts dans Antica. On a l'Aristeia et l'Hubris. L'Aristeia, en fait, c'est l'excellence. C'est ce qui va vous permettre de vous surpasser. C'est, comment dire, c'est votre force de volonté. Ça va vraiment vous surpasser. L'Hubris, elle, c'est plutôt en fait la rage. Hein. C'est la rage qui va être en vous, le feu qui vous consume et qui vous mènera à votre perte. Parce que oui, vous allez voir le concept d'Antica, c'est que vos personnages sont, dès la création, ils sont déjà, comment dire, voués à une fin, à une fin qui est déjà écrite, en fait. Voilà, donc ça, on va voir ça en détail. Alors avant de vous parler de votre némésis, de votre fin programmée, on va dire, de votre tragédie personnelle, je vous ai dit que vous jouiez des demi-dieux, des héros antiques, des héros extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, chacun de vos personnages descend à plus ou moins longue distance dans sa généalogie d'un être divin. Hein, donc en fait, vous pouvez descendre des Olympiens, vous pouvez descendre donc les dieux majeurs effectivement du panthéon grec. Hein. Vous voyez, vous en avez 16, hein, enfin non, vous en avez 15. Ça va d'Aphrodite à Zeus lui-même, en passant par Dionysos, Hadès et autres. Vous pouvez descendre de dieux mineurs aussi. Alors ça va être... alors on les a un peu plus loin, mais bon, je vais déjà vous parler des Olympiens. Voilà, les Olympiens. Alors à chaque fois, c'est présenté de la même manière. C'est-à-dire, le fait... Alors, où vous choisissez, où vous tirez, hein, selon votre inspiration. Et votre ascendance divine va vous donner 2 pouvoirs à chaque fois. Des pouvoirs qui vont être des pouvoirs quotidiens que vous allez pouvoir utiliser et qui réussissent automatiquement. Et donc là, on se retrouve quand même avec des trucs relativement bien balèzes. Hein. Parce que votre aïeul, si je prends des exemples que j'avais relevés, oui, même s'il est... Oui, voilà, on donne un pouvoir simple et un pouvoir de démesure. Et on va dire que même les pouvoirs simples, ça claque sa déesse, hein, parce que... On a par exemple pour Hadès, le pouvoir simple, c'est pestilence du Cerbère. Vous voyez déjà que ça commence déjà à causer. Et en pouvoir de démesure, on a par exemple ouverture des portes de l'enfer. Bon. On n'est pas dans le tour de passe-passe, hein. Donc voilà. Donc à chaque fois, vous avez les pouvoirs, parce que vous allez choisir aussi des avantages et des défauts. Alors il y a des avantages et des défauts généraux, et des avantages et des défauts qui vous sont donnés par votre aïeul divin. Igor, t'arrêtes ton bordel! Et je reviens aux avantages et aux défauts. En fait, vous êtes obligé de les équilibrer.
Hein. Vous ne pouvez pas prendre plus d'avantages que vos défauts. Ils ont une certaine valeur en fonction de leur puissance, on va dire, et vous devez arriver à 0 à la fin. Hein. Par exemple, pour Aphrodite, vous avez par exemple Jeunesse éternelle qui coûte 5. Par contre, en défaut, bah, il faut l'annuler avec des défauts qui vont faire 5. Alors vous avez par exemple un défaut, la malédiction d'Aphrodite, ou alors vous pouvez en prendre plusieurs qui vont compenser les 5 points d'avantage. Voilà, donc déjà vous allez construire votre personnage comme ça. Donc vous voyez, vous avez Apollon, mais j'aime beaucoup les dessins qui sont à côté. Arès aussi, ça claque. Artémis, on va tous les faire. Athéna, Déméter, Dionysos, Hadès, Hécate, Héphaïstos, Héra, Hermès, Hestia, Poséidon, vous voyez, vous avez quand même et Zeus sur les qui clôt en fait les descendances olympiennes. Après, vous pouvez choisir d'être issu d'un dieu mineur, mais enfin les dieux mineurs vous offrent quand même des pouvoirs relativement puissants aussi. Ce n'est pas une pénalité de descendre d'un dieu mineur. Vous avez les descendants d'Éole. Alors c'est pareil, hein, vous avez les descendants des fleuves. Si je reprends Éole, vous avez aussi un pouvoir simple et un pouvoir de démesure avec ses avantages et ses défauts associés. Donc voilà, donc je vais vous le passer rapidement parce que je voulais vous montrer quelque chose qui est spécifique à cette édition, à la deuxième édition, c'est que cette fois-ci, vous pouvez descendre d'un titan. Et là, les titans, c'est pareil. Là, on n'a pas des pouvoirs de pimpin. Hein. Vous pouvez descendre d'Astraios, les vents, Atlas. On te fait pas chier non plus. Coeus, je connais pas lui. Cryos, et on termine effectivement par Hyperion, Eos, Hélios et compagnie. Chronos, alors Chronos, hein, le titan Chronos, le temps en fait, il va pouvoir vous donner des contrôles sur le temps. Vous voyez, on arrive quand même dans du lourd, quoi. Hein. Mais en gros, grosso modo, en fait, toutes les ascendances sont intéressantes à jouer et vont démarquer énormément un personnage entre l'un et l'autre, rien que par cette ascendance divine. Voilà. Donc, vous avez, après cela, vous avez donc d'autres choses à choisir, parce que même si vous descendez des titans ou des dieux d'Olympe, vous êtes quand même qu'un demi-dieu, et il va falloir quand même gagner sa croûte. Bon, je crois que je vais pas pouvoir me débarrasser d'Igor. Bon, il s'appelle pas Igor, hein, c'est son nom de scène, Igor. Alors, je disais, donc là, vous allez devoir choisir un métier. Et donc, vous voyez, alors, chaque métier va vous amener un pack de compétences. Hein, donc, vous allez pouvoir choisir un artiste, vous allez pouvoir artiste en général. Bâtisseur, alors bâtisseur, c'est vachement bien. Bâtisseur, j'aime beaucoup parce qu'en fait, votre métier est associé plus ou moins à un pouvoir et vous allez pouvoir créer, fonder des villes. Parce que oui, effectivement, on est dans la Grèce antique et fonder des villes fait partie en fait du lore, fait partie un peu de la magie de ce monde. Et le bâtisseur est vraiment dédié à ça. Hein, en fonction, alors, vous voyez, par exemple, vous voyez, ça veut dire que dès que vous êtes à un endroit, au bout d'un certain temps, par exemple, vous voyez, vous êtes au bout d'un jour, en fait, des gens, ou vous, ce sera au maître de jeu de vous le raconter, ou même au joueur de le raconter, il va y avoir un feu sacré. Au bout de 3 ans, un sanctuaire. Au bout de 5 ans, une ville. Au bout de 10 ans, une cité, une forteresse. Enfin, vous voyez un peu le truc. Et ça permet d'emmener quand même pas mal de roleplay, pas mal d'aventures intéressantes et qui sortent un peu du cercle classique. Parce que alors vous avez effectivement le beaucoup plus classique, vous avez le combattant, et vous voyez, en fait, les combattants, parce qu'il ne faut pas oublier, vous n'êtes pas un guerrier lambda non plus, hein, vous êtes toujours d'ascendance divine, et chaque métier va vous apporter des pouvoirs de carrière en fonction de votre aïeul divin.
Donc voilà, donc le jeu est vraiment basé là-dessus, hein, le fait que vous êtes des demi-dieux, hein, vous allez peut-être être percé, enfin bon, voilà. Après, maintenant, il faut que je rentre un peu plus dans le détail. Je ne vais pas trop vous parler des compétences parce que là, on va taper un peu dans le classique hein, au niveau des compétences. Ouais, les compétences sont liées toujours. Alors là, on est dans du classique. Les compétences sont liées à une caractéristique. Hein. Par exemple, la soma, donc c'est tout ce qui est compétences physiques. Vous avez par exemple l'équitation, l'esquive, grimper, natation, etc. Alors on n'a pas 50 000, hein, et ça c'est pas plus mal. Voilà, vous avez toutes les compétences qui sont là. Donc les enlève ta patte, toi. Vous avez les caractéristiques, les 3 caractéristiques, et vous avez toutes les compétences qui sont en dessous. Associées effectivement à ces caractéristiques. Mais je veux vous parler d'autre chose qui est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus au niveau du système, ce qui fait briller effectivement Antica par rapport à d'autres jeux et pourquoi en fait. Moi j'aime bien quand un système me met m'emmène, enfin non, j'aime bien quand un setting m'emmène quelque part et quand le système le sublime, l'accompagne. Mais c'est pas vrai. Je vous parle de ça tout de suite. Alors, dans le jeu, il y a quelque chose qui est très important, c'est ce qu'on appelle la Moira. Alors, je sais pas si ça se dit Moira ou Moira, enfin bon, bref. Ça représente quoi ça... Igor. Bon, je vais m'en débarrasser, qu'est-ce que je fais? Non, je laisse ça, on verra. Donc en fait, c'est le destin funeste de votre personnage, là, parce qu'on est dans la tragédie grecque, vous comprenez? C'est-à-dire, au début, quand vous allez créer votre personnage, vous allez commencer par, en fait, créer son destin. Hein, voilà. Donc comme vous dites, vous avez toute une page sur la tragédie grecque dans Antica, et la Moira qui se trouve ici, donc prophétique. Alors vous avez 2 manières de la tirer, mais grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez votre destin qui est déjà écrit. Parce que les dieux sont facétieux, et un jour ou l'autre, bah, les dieux, ils vont vous lâcher, ou ça va être le moment de leur rendre des comptes. Et donc au départ, vous avez tiré effectivement une prophétie qui va déterminer en fait la fin de votre personnage. Enfin, la mort de votre personnage, qui n'est pas forcément la fin de ses aventures, parce que nous sommes quand même dans la mythologie, donc il peut se retrouver aux enfers, hein, il peut se retrouver, que sais-je, dans l'Olympe, hein, c'est ce qui est arrivé à de grands héros antiques. Et donc, par exemple, la table prophétique, elle voulait dire, par exemple, voilà, sur un champ de bataille, par exemple, au zénith de l'astre solaire, par qui? Par la folie d'un homme, d'un roi, par amour d'une femme, etc. Les conséquences, en fait, de la prophétie, parce que c'est pas forcément, en fait, la mort du personnage, ça peut être quelque chose de... Voilà. Ça peut être autre chose. Ça peut être, tu seras en fuite, tu seras exilé. Mort, tu verras. Bon, voilà. Donc en fait, la Moira, c'est en fait le destin tragique de votre personnage qui est écrit au départ. Et vous avez quelques exemples, hein, les exemples les plus connus. Hein. Vous avez par exemple, vous avez Oedipe, vous avez Énée, vous avez, enfin, bon, il y a quelques exemples pour vous donner des idées en fait de prophétie. Alors vous avez un autre truc, le kudos. Alors j'ai pas bien compris où voulait nous en dire l'auteur. En fait, le kudos, c'est un peu, qu'est-ce que j'avais noté en fait, c'est que dès qu'on demande un service, parce qu'on peut demander un service à des dieux, n'oubliez pas qu'ils sont là, et ils vont vous répondre, ils vont même peut-être même apparaître devant vous, ils vont peut-être même fouler la terre à vos côtés, mais on va dire tout a un coût, tout se paye. Alors, on n'a pas des règles là-dessus, c'est juste pour vous exprimer, vous donner le principe du kudos. J'aurais aimé que ça soit un peu plus développé. Voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Parce que moi, Igor, il a foutu le bordel. Donc voilà, vous avez l'appel aux dieux, comment faire un appel aux dieux, etc. etc. Alors ça c'est vachement intéressant, la cosmogonie.
parce que Bruno Guérin vous explique effectivement l'Olympe, les enfers, comment... alors rentrer aux enfers c'est facile, en sortir c'est plus compliqué. Et vous avez donc les panthéons olympiens, vous avez toujours ce, comment dire, ce détail, ce souci du détail, ce souci de vous présenter le monde, de didactique sans être chiant, tout simplement, sans être chiant. Et ça marche bien. Voilà, donc en gros, vous avez après, ensuite, alors, je vais terminer sur le truc, on va dire, technique, enfin, quoi que je vais être obligé de revenir un peu sur le système pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais vous avez toute une partie de la magie, parce que vous pouvez également jouer des sorciers. Les sorciers ont des pouvoirs qui sont à peu près les pouvoirs divins, mais ils sont traités d'une manière différente, hein, parce que là, c'est de la sorcellerie. L'être divin va pouvoir utiliser cette magie d'une manière innée, d'une manière automatique, alors que le sorcier va devoir faire invoquer ses sorts comme son nom l'indique. Voilà, et ben on va passer à la suite. Alors bien que si vous avez vu la feuille de personnage, je vais vous la remontrer encore une fois, qui se trouve à la fin, elle ressemble étrangement à celle d'Imperator pour ceux qui connaissent. Hein, et tout marche à coup de D10, donc et me dire, bah, c'est le même système. Mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout le même système. C'est-à-dire que vous allez lancer, vous allez avoir un certain nombre, un niveau dans les compétences. Alors que c'est à peu près la même échelle que ce qu'on avait pour les caractéristiques. Hein. Donc, vous allez lancer un nombre de D10 qui va être égal à la valeur de la compétence sollicitée. Hein. Donc, si vous avez 2, bah, vous en lancez 2 D10. Et vous allez ajouter à chaque D10 qui a été lancé, hein, vous ne faites pas la somme des D10, vous prenez les D10 indépendamment les uns des autres et vous ajoutez la valeur de caractéristique. Il faut dépasser en fait un seuil de difficulté qui va de 4 pour très facile à 21 pour quelque chose de divin. On va dire que divin, c'est pas accessible à tout le monde. Hein. Donc, admettons que vous lancez un D10, que vous avez... Alors, si vous n'avez pas la compétence, c'est pas un D10 que vous lancez, c'est un D5. Alors, sauf pour la symbiose, si je me trouve bien, ou le sophro, je ne sais plus, où là, vous n'avez pas le droit de faire l'action du tout. Donc, vous en lancez un D10, plus la valeur de caractéristique, un seuil à dépasser. En sachant que il y a quand même... vous êtes des demi-dieux, comme je l'ai répété un bout à l'autre de cette vidéo, il y a quand même, en fait, deux notions qui s'ajoutent à ça, c'est l'Aristeia et l'Hubris. Oui, alors chaque dé, ce que je voulais terminer, c'est que chaque dé qui dépasse sa valeur minimum de réussite est une réussite. Hein. Donc, en général, il faut une réussite pour réussir, si vous en obtenez 2, eh ben, vous avez réussi mieux, plus rapidement, etc. etc. Un peu, ça, on est un peu dans le classique. Par contre, comprenez que vous laissez lancer un D10, j'ai dit un D10 plus une valeur de caractéristique. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un héros, il avait 4 dans une caractéristique. Hein, donc un humain a 4. Vos personnages vont peut-être monter à 5 ou 6, et encore pas partout. Mais donc, du coup, un D10 plus 5, on va dire, ça va être compliqué de faire, par exemple, une difficulté héroïque ou même, encore moins, une difficulté divine. Et c'est là que votre ascendance héroïque divine intervient avec les notions d'Aristeia et d'Hubris. Quand vous dépensez, pour une action, vous pouvez dépenser de l'Aristeia qui, elle, va vous rajouter un dé à votre main pour chaque point que vous dépensez. En fait, chaque point que vous dépensez vous donne un nombre de D10 égal à la valeur de votre Aristeia au moment où vous le dépensez. Admettons que vous ayez 3 points d'Aristeia, vous dites j'en dépense 1, ça va vous rajouter 3 dés à votre main et faire baisser ensuite votre Aristeia de 1. Donc il vous en restera 2 pour une autre action plus tard. En sachant que ça ne fait pas que rajouter des dés, ça fait descendre le niveau de difficulté de 1 à chaque fois. Donc ça veut dire quoi? Vous avez 3 points d'Aristeia, vous devez faire 18 par exemple, vous dépensez 1 point d'Aristeia, et bien tout d'un coup vous avez 3 dés en plus, et vous ne pouvez, votre difficulté ne sera plus que
de 15. Si vous redépensez un point, votre difficulté ne sera plus que de 13. Si vous redescendez un point, votre difficulté ne sera plus que de 12. Et avec 3 et 2, 5 et 6 dés en plus dans votre main. Après, vous n'en avez plus, hein, si vous en avez 3 au départ. Mais du coup, vous allez pouvoir, grâce à l'Aristeia, qui est effectivement la manière dont vous allez vous surpasser, hein, et utiliser l'excellence, parce que les Grecs ont inventé les Jeux Olympiques, c'est l'excellence. Vous allez pouvoir réussir des actions, des choses qu'un un humain normal ne pourra pas réaliser. Et vous avez encore une autre notion qui s'appelle l'hubris. Alors l'hubris, c'est autre chose. L'hubris, excusez-moi, c'est en fait la rage, c'est le feu qui vous consume. Alors l'hubris, ça vous permet de lancer un dé 10 et de l'ajouter à votre score. Ce n'est pas un dé 10 en plus dans votre main. Vous l'ajoutez à un de vos scores. Et si ce dé 10 est inférieur à votre valeur d'hubris actuelle, ben en fait, vous le relancez. Et on ajoute le résultat au précédent. Jusqu'à ce que le dé donne un chiffre d'hubris. Alors vous pourrez monter très très haut comme ça. Alors par contre, si je ne me trompe pas, oui, on perd un point d'hubris pour chaque... un point d'Aristeia pour chaque point d'hubris dépensé. Je suis en train de vous perdre, là, je sens que je suis en train de vous perdre. Donc on va simplifier. L'hubris n'est pas compatible avec l'Aristeia. Quand vous utilisez la rage pour réussir quelque chose, bah, en fait, comment dire, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, votre réussite, en fait, qui va être... votre compétence, votre valeur vos valeurs, en fait, vont être annihilées par l'hubris, et donc vous perdez un point d'Aristeia. Et surtout, quand vous dépensez de l'hubris, en sachant que quand vous faites un 10 sur un dé, il peut être explosif à condition que vous le décidiez et que vous dépensez un point d'hubris. Et à chaque fois qu'on dépense un point d'hubris, on monte une jauge de Némésis. Et plus la Némésis augmente, plus... alors, où le maître de jeu va récupérer des points, grosso modo, vous faire bosser, mais et vous embêter avec, ou alors il va laisser les jauges monter toutes seules. Et vous avez un test à faire, après, hein, à la fin de pas de la séance, de l'action, à la fin de la séquence, on va dire. Et si vous ratez ce jet de dés, eh ben, votre Moira, vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, votre destinée, votre prophétie va se mettre en route. Et ça va signifier, en gros, la fin de votre personnage. Enfin, votre destinée va se mettre en route à ce moment-là. Les dieux vont vous demander des comptes. Voilà. Donc après, nous avons tout le système de gestion de combat. Je ne vais pas rentrer, pour une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail du système. Ça n'a pas énormément d'intérêt. Vous voyez, en fait, alors en sachant que si, quand même un truc, c'est-à-dire que quand vous avez un certain nombre de dés, hein, parce que le combat est basé effectivement de la même manière, hein, vous avez des caractéristiques, des compétences armes, par exemple, qui sont basées sur la soma, et le nombre de dés, en fait, ça va être votre nombre d'actions, en sachant qu'il faut que vous gardiez des dés pour la parade. Vous pouvez attaquer plusieurs adversaires en répartissant vos dés. Enfin, vous voyez un peu la chose. Et ça, c'est pas mal. Alors, à la lecture, à la première lecture, vous dites, ça va peut-être un peu être compliqué à mettre en place, mais je pense qu'au bout d'une partie, en fait, tout ça devrait rouler, hein, doit rouler vraiment nickel. Voilà, grosso modo. Alors, comme je vous dis, moi, j'insiste beaucoup sur l'Aristeia, l'Hubris et la Némésis, qui sont les trois concepts essentiels en Antica pour jouer dans ce thème-là. Alors, en plus de tout ça, bien sûr, le jeu ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, nous avons des règles pour, vous voyez, par exemple, pour la navigation, le combat naval. Vous avez quoi d'autre? Donc là, vous avez tout un truc pour le combat naval, vous avez les rameurs, le nombre de ponts, enfin, ça, les navires de l'époque sont excessivement, enfin, pas excessivement, sont vraiment bien détaillés, un glossaire maritime. Donc ça, nous avons tout un tas de trucs qui sont bien faits, hein, au niveau du combat naval. Vous avez des règles, vous voyez, pour les artisans, la pharmacopée,
les artisans pour créer des objets, hein, bien sûr. La pharmacopée, vous avez toutes les plantes hein, qui peuvent même être faites effectivement par des... comment ça s'appelle? J'ai du mal ce soir, hein. Un peu fatigué peut-être. Par des apothicaires. Merci Fred de trouver tes mots. Oui, vous avez les soins, les poisons. Bon, on a quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on a des règles pour fonder une cité. Et ça, j'aime beaucoup, parce que là, on peut imaginer effectivement des scénarios complètement différents de ce qu'on joue habituellement, sans compter d'aller, pourquoi pas, au sommet de l'Olympe et d'aller rencontrer Zeus. Mais là, ça risque d'être un peu compliqué. Mais voilà. Donc là, vous avez vous avez tout sur les... Créer une cité, les habitants, les bâtiments, vous avez un peu tout. Vous voyez les différentes constructions, les bâtiments militaires. Vous avez les règles, en fait, pour comment votre cité va être perçue par les cités voisines. Hein. N'oublions pas qu'à l'époque, on a énormément de cités-États. Les deux plus grosses, les deux plus connues, c'est Sparte et Athènes, hein, qui se sont fait la guerre pendant des siècles. Des fondations coloniales. Enfin bon, voilà. La magie, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est à la fois la magie... C'est toujours la magie divine, hein. La magie est accordée par les dieux, mais vous, déjà, de base, en tant qu'être semi-divin, vous avez déjà accès, à travers les pouvoirs divins, à cette fameuse magie. Voilà. Les sortilèges qui sont ici, bon, ça c'est tous les détails hein, de chaque sortilège. Particularité, je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans, oui, bah, c'est toujours pareil. Et on termine par un scénario qui est Victoire à Olympie. Alors déjà, moi ce que j'aime bien dans ce scénario, bon, il n'est pas très compliqué, on va dire. Il n'y a pas de ramification partout. Il est relativement simple, on va dire, mais il a le mérite de vous plonger immédiatement dans cette ambiance. Hein. Déjà, on va commencer en fait à Olympie, dans les Jeux Olympiques. Je vais vous passer de détails, mais en gros, vos personnages vont être affrontés Héraclès lui-même, Hercule, à ces Jeux Olympiques, et ça va pas se passer comme prévu, ni pour Hercule, ni pour vos personnages, et il va y avoir une enquête de savoir pourquoi, en fait, les dieux ne sont favorables à personne, grosso modo. Voilà. Donc, je vais arrêter là. Alors, après, nous avons donc, avant d'arrêter là, un certain nombre d'annexes derrière. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'alphabet grec, on a les unités de mesure, des prénoms masculins, des prénoms féminins. Quelque chose qui est très bien, c'est le temps de trajet entre les différentes régions. Et ça, c'est... non, les différentes villes. Ça, c'est quand même... c'est pas mal du tout. Hein. Des plans de... Bon, là, peut-être un peu moins intéressant à ce niveau-là. Mais en fait, des plans de bâtiments, les trirèmes, au moins, ça le mérite de vous plonger un peu dans l'ambiance et du monde. Et à la fin, effectivement, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une autre carte, en fait, de toutes les Cyclades, de toute la Grèce et jusqu'à la Thrace. Donc voilà, ça c'est pour Antica. Je vais vous parler un peu maintenant de livrer un peu ma conclusion sur ce jeu. Alors Antica, dans le paysage ludique, comme Imperator, hein, du même auteur, prend une place un peu particulière, car on va vraiment au-delà de... en fait, on est dans un monde connu, mais à la fois fantastique, à la fois... quand on lit Antica, on se retrouve avec les histoires du Minotaure, avec Persée, avec la Gorgone, avec les Hadès et les enfers, avec le monde de l'Olympe, etc., etc. Moi, je trouve ça très inspirant. J'aime beaucoup, ça vous permet de jouer à autre chose, de sortir en fait un peu de de sa zone de confort, et ça, c'est vraiment très très bien. Le système en lui-même, comme je vous ai dit, est basé sur ces notions d'Aristeia, d'Ubris et une Moira qui vous collent justement. Hein, système d'osmateur, comme je le dis. Hein, j'aime beaucoup les systèmes qui subliment le propos du jeu. Et là, c'est le cas. On est vraiment dans le thème avec ce système qui va vous permettre de jouer vraiment ces êtres divins, mais ces êtres divins qui ont un destin tragique déjà qui
qui est préécrit, oui, préécrit, et que les dieux ne vous tarderont pas de vous le rappeler. Et comme l'auteur le dit à un moment donné, la fin d'un personnage n'est pas... Enfin, la fin de... La mort, même si un personnage meurt, à la limite, on est dans un univers mythologique. Donc en fait, la mort d'un personnage peut être simplement une ouverture à d'autres aventures, effectivement, au sein même des dieux, de l'Olympe, du Tartare, enfin, voilà. Donc, en tout cas, moi, j'aime beaucoup pour ça. Si je mettais quand même un bémol, je trouve quand même que l'organisation des règles est pas, comment dire, optimum, on va dire. On va être gentil, on va dire, n'est pas optimale, hein, l'organisation des règles. En tout cas, à la première lecture, j'ai vraiment été obligé de faire des allers-retours, ce qui était un peu pénible. Mais ça vaut vraiment le coup de s'accrocher, parce que c'est vraiment un jeu assez, enfin, très inspirant. En sachant que c'est pas une gamme fermée, hein, car il y a eu encore il n'y a pas longtemps, en 2023, il y a eu un full lancement sur la suite de la gamme qui a été un succès. Hein, donc la suite de la gamme devrait arriver en 2024, et vu que c'est un succès, ça a été un succès, j'imagine que nous aurons le droit à comment dire, une suite, effectivement, à cette gamme. Ah oui, il y a un autre reproche que je voulais dire, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu de bestiaire. Alors, je vais vous dire pourquoi vous n'avez pas vu de bestiaire, parce qu'il n'y en a pas. Alors, il n'y en a pas du tout. Je trouve ça un peu dommage que dans un monde mythologique, hein, rempli de créatures fantastiques, on n'en ait pas une seule, en fait, dans le bouquin de base. C'est un peu dommage. Alors, en sachant que, du coup, le supplément Mythologica devient indispensable. Alors, j'avais été surpris parce que dans Mythologica, en fait, il n'existe qu'en version collector. Je me suis dit, bah, l'autre, elle a été vendue, il n'y en a plus de disponible. Et en fait, non, il n'est jamais sorti qu'en version collector. Donc, en tout cas, Mythologica, pour moi, est un ouvrage qu'il faut absolument posséder. Votre humble serviteur ne l'a pas encore, mais il devrait quand même remédier rapidement à ce petit défaut. Voilà. En tout cas, Antica, un jeu de Bruno Guérin qui va vous emmener dans la Grèce mythologique, vous faire jouer des demi-dieux dans les pas de Persée. Et moi, je vous recommande beaucoup ce jeu si vous voulez un peu sortir des habituels donjons ou autres mondes. Car même si on est encore dans notre monde à nous, on est dans un monde fantastique, dans un monde mythologique, dans un monde où les dieux foulent la terre. Et voilà. Et voilà. Donc, Antica, un jeu de Bruno Guérin que je conseille. Et si vous avez apprécié cette vidéo, alors je suis un peu désolé pour on va dire la présence d'Igor sur la table. Mais bon, voilà. Écoutez, merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous souhaite d'excellentes parties, d'excellents jeux, et surtout n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement fera toujours plaisir à ma pomme. Merci beaucoup et à bientôt.